Allez, cette question à présent, les investisseurs jouent-ils à se faire peur un petit peu quand même avec le variant Delta? On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste, président du cabinet PrimeView. On a eu c'était la semaine dernière, quelques séances assez agitées, notamment sur les marchés européens. Une baisse de 2% sur le CAC 40, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc en lien avec les menaces liées à l'évolution du variant Delta. Est-ce que c'est justifié qu'il y ait des accès de nervosité sur ce sujet-là, qu'on ne voit pas aux États-Unis, puisqu'on a enchaîné les records pour le coup à Wall Street? Il ne faut pas minimiser, Alors ça dépend. Déjà, le cas européen est un peu particulier, c'est-à-dire que ça fait longtemps que, effectivement vous avez raison, 2% de baisse pour le CAC 40, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Ça fait presque trop longtemps que ce n'est pas arrivé. C'est pour ça qu'il faut, je pense, conditionner. Ce n'est pas tellement le variant Delta en fait qui est important. C'est essentiellement le fait qu'aujourd'hui, les investisseurs se rendent bien compte que le mouvement de hausse en Europe commence à être extrêmement long et extrêmement intense. Ça fait plus de 35%, on a connu un segment de hausse de plus de 35%, 38% même, sans aucune respiration d'au moins 5%. Même dans les marchés haussiers, les plus haussiers historiquement parlant, c'est rarement arrivé. Et donc en fait, les investisseurs s'en rendent compte. Ça correspond à les marchés sont chers, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas respiré. Certes, on a de bonnes nouvelles sur le plan des fondamentaux, mais je dirais dans quelle mesure, dans quelle ampleur, entre guillemets, ces bonnes nouvelles-là ne sont pas déjà intégrées dans les cours boursiers. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire, vous avez raison, peu importe le sujet, il est probable que dans les semaines à venir, les investisseurs cherchent des prétextes pour revenir à des niveaux de prix qui les rendra plus confort. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que la question en fait, sur les marchés financiers, ce n'est pas la nouvelle qui compte, c'est la manière dont vous la recevez. Puisque quand on achète des actions, par exemple, vous ne l'achetez pas pour ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle va faire. Donc vous êtes dans la projection. Et donc c'est plutôt la manière dont vous allez, en fait, vous avez envie, entre guillemets, de chercher une forme de biais de confirmation. Aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt dans un état d'esprit où on a été vite, on a été haut, on est peut-être un peu trop haut, certains commencent à avoir un peu le vertige. Et donc dans ces conditions-là, il n'est pas rare en fait, que les investisseurs cherchent un prétexte pour prendre des bénéfices. Avec un marché boursier européen qui traîne plus pour le coup que le marché boursier américain. Qui traîne plus, enfin qui est plus sensible. Alors non, parce que en fait, le marché, oui, sur ce prétexte-là, mais attention, parce que le marché américain a continué, entre guillemets, de grappiller. Attention, parce qu'on est sur des niveaux records aux États-Unis, mais on n'est pas sur des dynamiques d'augmentation des prix des cours boursiers qui sont dingues. On grappille. Donc effectivement, c'est bien pour les médias parce qu'on peut dire on a battu les records. Mais voilà, on a battu les records. Mais là, en l'occurrence, on est sur une dynamique qui n'est pas tellement différente de la dynamique européenne, en sachant qu'en plus, il faut quand même avoir en tête que les marchés américains étaient un peu en retard. Très rare en fait pour le noter tout de même par rapport au segment de hausse européen. Et donc en réalité on voit quoi? On voit que le marché américain est on est à peu près à 35% de hausse sans respiration aux États-Unis alors qu'on était un peu en dessous par le passé. Donc j'ai envie de dire qu'on a convergence des deux marchés vers un niveau qui est probablement un niveau sommet à partir duquel les investisseurs vont plutôt chercher des prétextes pour vendre que pour acheter. Mais ce variant Delta, dans quelle mesure il peut vraiment contaminer, pour le coup, réellement les marchés? Évidemment, il contaminera s'il a des conséquences économiques. Donc si véritablement on a à nouveau en fait des périodes de reconfinement. Mais j'ai presque envie de dire, même si on les avait, ça ne fait systématiquement que repousser l'échéance. Et j'ai envie qu'on prenne un petit peu l'échéance de la reprise, entre guillemets, de revenir à des niveaux de croissance ou de richesse créée qui étaient celles de pré-crise. Mais j'ai presque envie de dire, attention sur les marchés. Si c'est juste un retard de 3 mois ou de 6 mois, dans la tête des investisseurs, ça peut presque être une bonne nouvelle. Un peu comme vous savez, pourquoi? Parce que ça va donner des indications sur le fait que les autorités publiques, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, seront obligées d'une certaine manière de continuer à alimenter les marchés. Donc bad attention, news is good news. En fait c'est toujours un peu la même histoire. Quand même. Mais encore une fois, c'est une question de prétexte. C'est deux sujets qui font que les marchés sont haussiers. Est-ce qu'il y a de l'argent? Oui ou non? Est-ce qu'il y a de l'épargne et est-ce qu'il y a de l'argent injecté par les banques centrales? Donc, comprenez bien que si jamais on est un peu moins optimiste sur les niveaux de croissance, eh bien tout le débat actuel, le fameux tapering, etc., évidemment, à chaque fois qu'on aura quelques petites inquiétudes sur la robustesse de la croissance ou le ralentissement associé, eh bien évidemment, la notion de tapering, en fait, s'éloignera. Ce qui fait que d'une certaine manière, bon gré mal gré, les investisseurs sont susceptibles de le prendre comme une bonne nouvelle. Donc je crois qu'en réalité, on est sur un environnement de marché. On est rentré dans un temps, déjà depuis 1 ou 2 mois, selon nous, un nouveau temps de déconnexion.
c'est pour ça que c'est parfois difficile à comprendre pour les auditeurs ou les téléspectateurs. C'est que finalement, 2020, c'est quoi? C'est des fondamentaux extrêmement dégradés et des marchés qui performent énormément. Parce qu'en réalité, les investisseurs ont acheté la lumière au bout du tunnel. Mais nous sommes en train de sortir plus ou moins Pierre, rapidement. Oui. Ils ont acheté la lumière au bout du tunnel, ils ont acheté une reprise vigoureuse au second semestre et potentiellement cette recrudescence de l'épidémie remet en cause cette reprise vigoureuse, forte du deuxième semestre. Et donc, ça change un petit peu l'équation. Les mesures de restriction, ce n'est pas le sujet actuel d'ailleurs. Les mesures de restriction ne seront pas en fait de la même ampleur que les mesures passées. On voit d'ailleurs même qu'en Europe, les derniers confinements n'ont pas eu du tout les mêmes impacts en fait que les précédents. Donc, il y a aussi une forme de... ça ne brisera pas en fait cette dynamique-là. Non, la vraie question, c'est le timing du moment où les investisseurs percevront le fait que les autorités ne pourront plus maintenir leur politique de soutien extraordinaire, qu'elle soit d'ordre budgétaire ou monétaire. C'est ça le danger principal. Le danger principal, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs boxent un peu dans du velours. Savoir il y a de l'épargne parce que les soutiens budgétaires font qu'on finance en fait la demande privée. Donc, en fait, on donne de l'argent aux gens. Donc, naturellement, il y a de l'épargne. Ça, c'est bon pour les marchés. L'épargne, c'est quoi? C'est de l'argent qui doit être capté par quelque chose, donc par les marchés financiers, premièrement. Deux, les banques centrales continuent d'alimenter. Donc, on a épargne soutenue par les dépenses budgétaires et des injections de liquidités générées en fait par les banques centrales, et donc vous avez vraiment un mix parfait en fait pour les marchés financiers. La vraie question fondamentale, qui amène d'ailleurs à des marchés financiers à être extrêmement chers. Et d'ailleurs, on parle des actions, mais tout est extrêmement cher. L'immobilier est cher, les obligations sont chères, les matières premières deviennent chères, même si elles ont un petit peu reflué depuis, les actions sont chères, quels que soient les segments. Vous voyez, donc tout est cher. Un peu moins en Europe. On est un peu moins cher en Europe. Oui, non, mais parce que... Par rapport au marché américain et au marché boursier. Oui, mais parce que nous avons des économies à marché financier structurées différemment. Oui. C'est-à-dire que beaucoup plus en fait basées sur de l'intermédiation bancaire que sur des marchés financiers. Donc en réalité, on est un peu sur les mêmes dynamiques. Premièrement, deuxièmement, on est moins cher aussi parce que la démographie entrepreneuriale européenne ne ressemble plus à la démographie entrepreneuriale américaine. En gros, vous regardez, d'ailleurs, c'est intéressant, regardez le sous-indice en Europe des technologiques. Et vous le comparez en réalité au Nasdaq. C'est la même chose. En fait, si les indices européens... Mais bien sûr, forcément, vous en avez 5% d'un côté et 20% de l'autre. Eh bien, évidemment, vu que ce sont des secteurs d'activité qui, en gros, sont portés par la thématique du mouvement à la fois des investisseurs et de manière légitime parce que ce sont des acteurs qui réinventent le monde et donc ils seront en capacité de créer la valeur demain. Évidemment, cette différence entre les deux marchés américains et européens, elle vient aussi du fait que vous n'achetez pas la même chose. Vous n'achetez pas la même démographie entrepreneuriale. À un moment donné, quand vous achetez une action, vous achetez une entreprise. Donc évidemment, il faut savoir ce dans quoi elle bosse et si le secteur d'activité est porteur ou pas. Donc simplement pour vous dire que les variants qui arriveront en fait issus de la crise sanitaire serviront toujours de prétexte. Et c'est fonction de la psychologie aujourd'hui des investisseurs qui évite d'en faire moins. Évite d'en faire moins. Et donc en fonction de ça, mais bon, tout ça pour dire quand même que le temps de la déconnexion, c'est quoi? C'est qu'on va avoir quand même des fondamentaux qui vont continuer de s'améliorer, des chiffres extraordinaires au sens premier du terme, et pour autant, on pourrait avoir cette fois des marchés financiers qui patinent. C'est sans qu'ils baissent, pour autant, parce que tant qu'on aura en fait un flot d'argent aussi important, imaginez des grandes corrections... Tant qu'elles ne sifflent pas la fin de la récré des banques centrales, on y revient toujours, en réduisant encore une fois cet argent qui est investi sur les marchés et ces rachats d'actifs. Il n'y a pas de raison, et on en parle parce qu'au cœur de l'été, on a souvent peur des gros décrochages, mais ça sera des marchés qui vont osciller. Un crack est improbable tant que les banques centrales sont là. Mais tant que les banquiers centraux feront du soutien des marchés financiers un de leurs objectifs, même s'il n'est pas officiel. Ouais. Voilà. Mais en réalité, c'est cela. C'est qu'aujourd'hui, aucune des autorités monétaires et donc par extension budgétaire ne prendra le risque d'être montrée du doigt après coup comme le catalyseur en fait d'une grande catastrophe. Et donc le manque de courage parfois est un moteur important dans le choix de l'allocation des investisseurs. Ouais. Après, on l'a vu en annonçant la Fed qu'elle pourrait remonter ses taux un peu plus vite que prévu et pas grand-chose. On est passé de 2024 à 2023, c'est ça? 2023, fin 2022. Mais oui, un truc comme ça, voilà. D'ici là, on aurait eu le temps de se revoir et les choses auraient eu le temps de changer. Ça a fait naître des craintes pour certains investisseurs, donc on voit vraiment... il y a une forme de sensibilité, mais alors la notion de sensibilité, d'hypersensibilité, mais ça c'est vraiment une question de prétexte. C'est parce que tout le monde, vous savez, la question de la cherté des marchés, c'est les PER, les ratios de valorisation. Quand ils sont très élevés, ça n'a jamais été un indicateur de timing. C'est pas parce que quelque chose vaut cher qu'il va baisser. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais on a une mauvaise nouvelle, eh bien, c'est un niveau d'altitude qui fait que vous pouvez commencer à avoir le vertige, et c'est un peu ça. Et donc l'hypersensibilité, c'est qu'on a
digérer un flot de bonnes nouvelles et anticiper un flot de bonnes nouvelles colossal qui nous a permis, presque de manière légitime, d'amener les marchés au niveau de prix actuel. Mais à un moment donné, eh bien, vous commencez à avoir un principe de réalité qui dit on est haut là. Et quand vous regardez un petit peu en bas, vous dites oulala, si on chute, on chutera de plus haut. De plus haut, donc on se fera plus mal. Et donc c'est un petit peu ça le sujet. Donc l'hypersensibilité, elle vient du fait qu'en réalité, les marchés et les investisseurs ont besoin d'un petit reflux des marchés. Et en général, alors quand vous prenez un peu de profondeur historique, même dans les marchés bull market, donc les marchés haussiers, eh bien vous avez toujours en fait des moments de respiration. Et ces moments de respiration, historiquement parlant, ils atteignent 7 à 8%. Donc il ne faut pas non plus être trop inquiet. Si jamais on a une respiration de 7 à 8%, vous verrez que les investisseurs probablement se repositionneront. Et donc on rentre dans un temps plutôt d'oscillation. Ça sera un bon point d'entrée, comme on dit. Voilà, mais pas pour à nouveau 25 ou 30% de hausse. On devrait rentrer. Les marchés boursiers ont mangé leur pain blanc, vous écoutez. Oui, mais ça ne leur ouvre pas. En fait, le monde n'est pas binaire. Hein. Ouais. La vie n'est faite ni de noir ni de blanc, n'est que nuance de gris. On est probablement à l'aube d'une nuance de gris sur les marchés financiers où les mouvements seront des oscillations, plus 10, moins 10, au gré des bonnes nouvelles ou des inquiétudes que les investisseurs voudront bien considérer. Allez, merci. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David. Bye bye.